Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. De quoi l'armée française a besoin? Revue de détail dans cette émission avec Timothée Delem qui est envoyé spécial au Forum Innovation Défense, Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris. Auparavant, on prendra le pouls des Français et des réseaux sur cette question avec Véronique Reissoult de Backbone. Et puis dans l'actualité également, les prisons sont-elles devenues des passoires? Question au lendemain de la double évasion à la manière des frères Dalton de la prison de Dijon. Les juges de la liberté et de la détention sont-ils coupables de permissivité? Valérie Moussef est directrice de prison. Elle a passé une partie de sa vie et de sa carrière donc en maison d'arrêt, mais pas derrière les barreaux. On écoutera son témoignage et son point de vue. Bonjour Véronique Reissoult. On va revenir dans un instant sur les annonces du président de la République à Vars ce jeudi, mais un mot, un commentaire de ce qu'on voit encore et de ce qu'on a encore vu ce vendredi matin. Emmanuel Macron est parti à la rencontre, cette fois-ci, des lecteurs de la presse quotidienne régionale dans les Vosges. Est-ce que ce genre d'exercice convainc ? Disons que ce genre d'exercice a un énorme mérite, c'est qu'il donne un message qui est intéressant, qui est « je prends soin de vous, en vous écoutant, je vais à la rencontre du terrain » et ça pourrait donner une notion de proximité et le président de la République excelle dans cet exercice d'échange direct. Est-ce que ça convainc la distance et la défiance qu'il y a entre les politiques et les Français est telle que, malheureusement, je ne pense pas que ce soit juste un exercice de ce type-là qui puisse changer les choses. Mais c'est un signe qui est intéressant et qui est toujours bien pris, d'ailleurs. Alors, c'est bien pris, parce que c'est la question, effectivement, qui peut se poser. Parce que il y a quand même, dans cet exercice, surtout vis-à-vis de la presse quotidienne régionale, quelque chose qui interpelle. C'est forcément des lecteurs, c'est des lecteurs qui ont été sélectionnés et des lecteurs d'un type de médias qui sont les médias traditionnels, même si la presse régionale, par certains côtés, s'en sort mieux que la presse nationale, et qui, eux, souffrent, de toute façon, fait partie d'un secteur d'activité qui, comme les politiques, souffre de la défiance des Français. Et on met toujours justement les médias traditionnels en opposition avec les réseaux. Donc c'est la question, c'est pour ça que je le pose à vous. Est-ce que sur les réseaux, par exemple, ce genre d'exercice dont le but implicite est de contrer justement l'influence des réseaux sociaux, on va y revenir, convainc? En fait, sur les réseaux, vous avez deux typologies de réactions. Il y a celles que l'on voit tout de suite, qui sont l'expression spontanée ou téléguidée, mais en tout cas l'expression de l'opinion dans des messages explicites qui sont rarement positifs. Dès qu'on parle du président Macron, c'est même pas l'exercice lui-même, il y a quoi qu'il arrive... L'irritant Macron. Voilà. Mais si vous regardez, ce qui est vraiment intéressant sur les réseaux, qui est très difficile à mesurer d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un challenge pour des entreprises comme nous d'être constamment dans l'innovation, c'est l'influence déjà du vu. Est-ce que les gens regardent ce genre de prestations? Est-ce que les relais de ces rencontres dans une forme d'intimité sont regardés sans forcément être commentés? Et oui, force est de constater qu'il y a quand même pas mal de vues. Mais vu ne veut pas dire que vous êtes convaincu. Vu veut dire que l'information est passée. Après, cette opposition en disant parce que je parle aux médias, je baisse l'influence des réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, parce que les réseaux sociaux, il y a une défiance qui grandit dans l'opinion publique sur ce que je vois n'est pas forcément si crédible que ça, mais c'est un lieu qui est devenu un réflexe pour se renseigner. Mais les médias sont aussi sur les réseaux sociaux, donc ça peut être aussi une façon de créer une forme, on va dire, de contrat de confiance entre les lecteurs ou les internautes, si on passe par le web, et l'information qui est portée par des médias qui, en soi, sont des marques de confiance. Parce que là aussi, c'est intéressant, on voit dans tous les baromètres d'image et de confiance que la confiance dans les médias a plutôt tendance à remonter. Alors que quand même, vu la dégringolade, on aurait pu imaginer que ça continue à descendre. Donc la bonne nouvelle, c'est que non seulement ça s'est arrêté, mais il y a une tendance à une sorte de
peut-être pas encore remontada, mais en tout cas de stabilisation. Et à l'inverse, les réseaux sociaux sont de plus en plus mis à mal. Après, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler là, mais j'espère qu'on aura le temps d'en reparler une fois plus calmement. C'est la réalité des agents d'intelligence artificielle qui, là, posent une question. Le nouveau biais. C'est un biais énorme, d'autant plus énorme que les gens ont une confiance absolue dans la réalité des réponses qu'ils obtiennent, et là, ils ne devraient pas. C'est une réponse intéressante, parce que c'était justement la question cette semaine que posait le Figaro. Faites-vous confiance à l'intelligence artificielle pour vous renseigner ? Et effectivement, on vous redonnera. J'aurais dû regarder la réponse avant de vous faire cette observation. Non, la question, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les gens ont moins répondu. En tous les cas, les internautes ont moins répondu que d'habitude. Donc, je ne sais pas comment interpréter. Je pense que les gens sont un peu déroutés face à ces outils. C'est devenu un réflexe de poser une question. Évidemment, par ces principes d'homophilie, vous avez et de mimétisme, l'impression qu'on vous répond que à vous. Déjà, ça commence toujours par bonne question. Donc, c'est toujours agréable de savoir qu'on pose des bonnes questions. Et il y a une espèce de confiance qui se crée, un lien très particulier, même si les gens sont assez lucides sur le fait que, oui, c'est une machine, ce sont des algorithmes, mais la confiance est là, et donc les biais et les dangers sont beaucoup plus forts, parce que dans le fond, vous vous méfiez beaucoup moins, et vous faites presque plus confiance à un agent d'intelligence artificielle qui est de fait forcément manipulé, qu'à un média et un journaliste qui essaie de faire très clairement et très positivement son métier. Petite question, est-ce que justement cette confiance vient du fait de la flatterie qui émane justement des réponses de l'intelligence artificielle, ou bien du fait que ces réponses, quand elles sont faites, elles sont longues, elles sont construites et elles sont substantielles ? Et puis, elles vous donnent l'impression qu'elles vous sont parfaitement personnalisées et adaptées. Elles vous donnent l'impression que c'est un dialogue avec un autre être humain. Elles vous donnent l'impression que non seulement elles vous valorisent, mais elles respectent la réalité de la pertinence de votre question. Vous n'avez pas l'impression que c'est un robot qui vous répond, quoi. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a pris le temps d'aller chercher de façon très rapide des informations qui sont construites, et le fait que ce soit extrêmement structuré ne fait que renforcer cette impression de solidité de votre réponse. Et il arrive parfois que les réponses qui sont données sur l'intelligence artificielle soient bonnes. Alors, il arrive qu'elles soient bonnes, oui, et il arrive surtout qu'elles soient le fruit de ce qu'on appelle du référencement des informations auprès de ces outils. Alors, on va dire que pour le moment, c'est plutôt des informations parfois marketing, donc c'est pas très grave, ça s'appelle le commerce. Quand ça va être sur des sujets plus complexes, qui peuvent même remettre en question la réalité de la démocratie et d'une manipulation de l'information, quand les gens vont poser une question qui est quel est le meilleur candidat pour moi, Véronique Reissou, ça devient autre chose. La manipulation d'information, notamment sur cette question-là, elle est vieille comme l'Antiquité. Elle est vieille, mais là, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément une maîtrise et une connaissance de la réalité du mode de sourcing. En plus, la façon dont ça apparaît sur votre écran pendant que votre agent cherche, vous avez l'impression qu'il va chercher des sources sérieuses. Ce qui n'est pas faux, mais il n'y a pas que ça. Et puis oui, c'est la manipulation, elle a toujours existé, mais le vrai sujet, c'est quand vous comprenez que vous pouvez potentiellement être manipulé. Je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, les gens le comprennent forcément. La question de la manipulation est intéressante parce que, comme le dit Jean-François Colosimo, parfois, les gens qui vont chercher des gens qui manipulent sont des gens qui, précisément, se disent les gens qui ne me manipulent pas ne me manipulent. En clair, le fake peut procéder parfois d'une recherche de la vérité. Dans une précédente rencontre, le président de la République a réitéré son souhait de justement de voir un label pour les sites d'information. Est-ce que c'est souhaité ? Est-ce que c'est approuvé ? Et est-ce que c'est souhaitable ? Je crois qu'en soi, un média est une marque et c'est en soi un label. Donc, est-ce qu'on a besoin de rajouter des règles et des normes ? J'aurais tendance à dire à titre personnel que les médias sont des professionnels et sont constitués de gens qui cherchent la vérité par essence. Après, est-ce que les gens le demandent ? Non, les gens, ils sont dans une logique, et quand je dis les gens, toujours simplificateur, parce qu'il n'y a pas une seule opinion, mais des opinions, mais la grande majorité de l'opinion
et dans une recherche d'éléments de réassurance pour être en confiance, parce qu'on vit quand même dans un monde où on sait que ce que l'on voit ne veut pas dire que c'est vrai, que ce que l'on entend doit être mis en question, parce que on revient aux IA, mais les images génératives, enfin les IA génératives qui vous produisent des images qui sont parfaitement crédibles, mais qui sont totalement fausses, c'est perturbant. Qu'on n'arrête pas de nous mettre en garde à raison sur les deepfakes et autres manipulations. Donc en fait, la grande majorité de l'opinion cherche des éléments qui seront des éléments de réassurance sur la qualité de ce qui est produit. On peut partir du principe qu'a priori, un média sérieux, et on n'a pas Est besoin... un label qui un label se en suffit soi. à lui-même. En soi, Est-ce que justement la labellisation ne pourrait pas produire l'inverse de l'effet escompté? c'est-à-dire que quels vont être les critères de la labellisation, qui détient la réalité de cette Ah. labellisation? Partons du principe qu'un journaliste professionnel qui est formé de façon professionnelle et qui est encadré par une rédaction professionnelle est un label en soi. On continuera de suivre ça, justement. Ouais. Dans l'actualité, justement, on en parlait de cette fin de semaine, précisément, cette déclaration et cette annonce d'Emmanuel Macron. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. Est-ce que les jeunes Français partagent l'avis de l'ensemble de la population? Sont-ils eux aussi 80% à approuver les services militaires annoncés par Emmanuel Macron? Alors, comme vous le savez, Odoxa a réalisé pour Le Figaro un sondage sur ce sujet qui est paru hier après-midi, et nous avons fait le complément de l'analyse de l'expression de l'opinion sur les réseaux sociaux. Quand on regarde les réponses, c'est assez étonnant, puisque vous avez 79% des Français qui trouvent que la proposition d'Emmanuel Macron est une bonne idée. Alors je dis c'est étonnant parce qu'en plus, si vous regardez, il y a une réalité d'une forme de consensus qui monte, qui est bien sûr sur cette partie-là un peu différente selon les proximités partisanes. Si on Alors, regarde... sur les proximités partisanes, c'est une chose. Et en termes d'âge, est-ce que les jeunes, finalement, sont aussi partagent l'engouement de l'ensemble de la population? Alors en fait, les jeunes sont plutôt d'accord pour dire qu'ils sont favorables au retour du service militaire, plutôt volontaire. Et moi, dans la partie que j'ai pu observer, ils utilisent énormément d'exemples pour montrer que l'obligation crée des situations assez terribles. D'ailleurs, avec beaucoup de vidéos que j'ai vues partagées sur ce qui se passe en Thaïlande, qui est effectivement assez horrible, parce que c'est un tirage au sort, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez sordide dans ça, mais on voit que le volontaire et le service militaire sont plutôt d'accord. Après, c'est quels sont les moments où vous avez envie de vous engager. Et si votre pays est en guerre, et les phrases de monsieur, enfin du général Mandon ont joué dans cette histoire, puisque c'est accepter de voir nos enfants mourir, donne quelque chose qui refroidit un peu les ardeurs, parce que les jeunes se sentent patriotes, ils pensent que c'est bien. C'est un des points très importants, c'est le patriotisme. Mais revenons... Et donc c'est juste pour vous dire que, en fait, ils ont tendance à diminuer par rapport à la réponse le slide que vous montrez juste avant, qui est oui, on veut un service militaire, mais s'engager, ça veut dire que, au regard de ces phrases, c'est sans doute mourir. Et donc, c'est compliqué pour les jeunes qui sont directement concernés par cette décision de s'engager. Donc, on va dire, en 2024, ils étaient 64% à dire oui, je m'engagerai si le pays est en guerre. Aujourd'hui, ils sont 45%, donc 20 points de moins. Sans doute parce que des phrases comme celles qu'on a entendues rendent très préhensible cette réalité. Et puis, que ça n'est plus un fantasme, c'est quelque chose qui est devenu très concret. Et ils ont peur. Et on les comprend. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les concernés sont peut-être moins dans l'engouement que l'ensemble de la population. Mais alors, c'est toujours un grand principe, hein. Vous pouvez le faire sur à peu près tous les sujets. Quand les efforts sont à faire par les autres, vous êtes toujours plus d'accord. Même si c'est volontaire. Voilà. Comment, justement, sur le point de l'engagement, il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'effectivement, on voit que en tous les cas, le fait d'être prêt à s'engager a considérablement quand même diminué. Ouais. Et en à quoi on même temps, l'attribue?
Et je pense que c'est la La peur. proximité du danger, cette Ouais. façon, on dit que ça peut être vrai. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de très préhensible maintenant, qu'il y a énormément de signes aujourd'hui qui sont inquiétants et qui font qu'on se dit oui. Alors je citais la phrase de du général Mandon, mais il y a d'autres éléments, le kit de survie, enfin plein de choses qui font qu'on se dit oulala, ça devient vrai. En revanche, moi, je trouve qu'il y a un point qui n'est pas toujours soulevé dans ce sondage qui est intéressant, c'est que si on dit est-ce que ça doit être obligatoire ou volontaire ? Obligatoire, vous avez LFI qui est à 82% dans les contre et 79% pour RN, je prends les deux extrêmes sciemment. Volontaire, donc un service militaire volontaire, vous avez 82% pour au côté RN, mais LFI, ils sont beaucoup plus pour... ils sont à 63%, donc loin derrière, mais quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la notion de si je le sens, si j'ai le courage de, si c'est mon choix, oui, je peux y aller. Donc c'est toujours... Enfin, ce sondage, quand on a reçu les résultats, je trouvais que c'était très paradoxal, très perturbant. Et en fait, quand on creuse, on comprend que oui, je suis patriote. Oui, à titre personnel, je serais prêt à m'engager. Et en même temps, quand la chose devient concrète, c'est extrêmement effrayant. Et donc, il y a une baisse de l'expression de oui, j'irai. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est quand même, ça module quand même ce soutien. Et autre point qui est intéressant, je voudrais vous faire commenter, c'est ce que disait la chercheuse et spécialiste de la question qui va consacrer un livre à ce service national et à ce service volontaire. Il s'appelle Bénédicte Chéron, écrire donc Mobiliser, apparaître au mois de janvier aux éditions du Rocher. Et voici ce qu'elle a observé. Les Français sont attachés au service militaire, non pas comme levier de mobilisation militaire, mais comme cadre socio-éducatif. Et de cohésion sociale nationale, avec notamment beaucoup d'illusions sur le fait que le service militaire produise des effets sur l'état de la société. Parce que là encore, on observe vraiment tout au long du XXe siècle que les armées ne façonnent pas la société par le service militaire. Ce qui façonne la société, c'est un rapport à la menace, encore une fois une menace existentielle ou non existentielle, et hélas, quand elle survient, la guerre. Mais ce ne sont pas les armées qui façonnent la société par le service militaire. Et par ailleurs, encore une fois, en fait, si on confie aux armées une somme de questions qui sont en fait des questions sociales et politiques intérieures, la question du brassage social, la question de la rencontre entre les différentes jeunesses qui constituent la jeunesse française, elle est un chantier qui est un chantier de politique intérieure. Mais les armées n'ont pas vocation à prendre en charge tous les chantiers de la politique intérieure. Alors, ce que je voulais vous faire commenter, Véronique Reissoult, c'est le début de cette intervention, c'est est-ce que finalement le soutien massif de l'opinion à ce service national vient du fait qu'il y a une, pour reprendre l'expression de Bénédicte Chéron, une illusion. En tous les cas, il y a le sentiment, il y a une opinion, il y a une croyance que c'est le moyen de régler un certain nombre de problèmes en dehors même du danger militaire. C'est le propre des sondages aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est les tris. Quand on prend le chiffre brut, on pourrait dire que oui. En fait, en réalité, c'est un peu différent en fonction des tranches d'âge cette fois-ci. C'est-à-dire que ceux qui ont connu, ou en tout cas qui ont un souvenir du service militaire, ont cette nostalgie qui est, finalement, c'était ce brassage qui faisait nation. La réalité, c'est que si je regarde par âge ou par proximité partisane de nouveau, LFI va vous dire à 81%, mais pas du tout. Donc on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Après, sur le reste de son intervention, oui, bien sûr, la guerre crée un instinct grégaire fort et donc ressoude. Oui, l'armée, le fameux effet drapeau, oui, l'armée n'a pas à résoudre la réalité de tous nos problèmes sociétaux. Donc... on est un peu entre les deux. Donc la nostalgie et le souvenir d'un service militaire qui crée un brassage, oui. Mais si on est sur quelque chose de volontaire, on n'aura pas forcément le même brassage. Donc en fait, la réponse, elle est plus complexe que simplement oui, vous avez raison ou non, vous avez tort. C'est un mixte de beaucoup de données entre l'âge, la proximité partisane, la volonté d'y aller ou pas, et même est-ce que je suis un homme ou une femme des villes et des champs. Voilà. Pour faire simple, est-ce qu'il y a la montée du patriotisme dans l'opinion qu'on voit, qu'on observe dans ce sondage, qui explique la réponse et le soutien massif? Je pense que c'est ça. Et est-ce que, et c'est juste ça, est-ce que l'idée du rôle social du service militaire aussi entraîne ce soutien? Alors, sûr et certain, le fait La montée du patriotisme, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Le deuxième, c'est moins sûr. C'est un peu moins sûr parce que là, il faut rentrer par âge.
Eh bien, on va savoir maintenant justement pour ce qu'on en pense du côté des armées. Timothée Delem est au Parc des Expositions Porte de Versailles. C'est le grand rendez-vous en ce moment de la communauté de défense qui s'intéresse justement aux nouvelles armes et aux nouvelles munitions pour mener la guerre du futur. Alors précisément, Timothée, cette guerre du futur va-t-elle passer aux yeux des armées par un recrutement ou un souhait massif de voir des jeunes affluer comme volontaires de ce service national ? Oui, c'est évidemment l'une des questions ici qui se pose et qu'on va poser bien évidemment à nos interlocuteurs ici. Donc ce salon, ce forum Innovation Défense qui se tient tous les 2 ans ici à Paris, porte de Versailles, avec donc des milliers d'exposants, des milliers d'ingénieurs, des milliers de personnes qui viennent ici pour présenter leurs différentes innovations. Et cette année, évidemment, ce salon se tient dans un contexte particulier avec cette montée des tensions, évidemment à l'est de nos frontières, en tous les cas à l'est de l'OTAN. L'innovation, c'est l'un des enjeux les plus importants quand on parle de la guerre moderne. Alors on va justement en parler avec l'ingénieur général de l'armement, Nicolas Cordier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint de l'Agence de l'innovation de défense, parce que ce forum, il est organisé par 2 associations, par 2 agences, pardon, l'Agence de l'innovation de défense et puis la Direction générale de l'armement. Vous êtes tous les deux, ces 2 agences, sous la houlette du ministère des Armées. Vous sentez qu'il y a un moment militaire qui se vit en ce moment autour de toutes ces questions de l'innovation? Effectivement, cette agence qui organise le forum avec la direction de la communication du ministère a été créée en 2018 pour, 3 raisons. Première raison, c'est que les armées doivent se battre dans beaucoup plus de champs de conflictualité qu'avant. Elles se sont battues pendant des siècles sur terre, sur mer, plus récemment dans les airs. Depuis 20-30 ans, les armées doivent se battre au fond des mers pour protéger nos câbles sous-marins, dans l'espace exo-atmosphérique, dans le champ de la lutte informationnelle, dans le champ cyber. Tout ça, ce sont des champs qui sont complexes d'accès, qui nécessitent des technologies particulières, des innovations pour y aller, pour voir ce qui se passe, savoir qui agit contre nous. Et pour répliquer, il faut aussi pouvoir y aller et disposer de technologies particulières. Donc ça, c'est la première raison. Quels sont les principaux enjeux pour vous dans ce forum Innovation Défense? Évidemment, contexte particulier cette année. Ça change quoi exactement dans l'organisation de ce forum et puis dans vos missions? Alors le contexte nous montre, et particulièrement la guerre en Ukraine, la réalité de ce que je viens de vous dire. Vous avez vu les attaques sur les tuyaux, les pipelines au large de la Russie, l'usage de la lutte informationnelle, les fake news qui circulent. Donc tout ça conforte les domaines dans lesquels nous voulons agir. Ce que nous dit l'Ukraine aussi, c'est qu'il faut une combinaison de moyens pour agir, des technologies à différentes échelles de temps. On observe de la très haute technologie, les missiles hypersoniques lancés par la Russie, mais on observe aussi de l'innovation d'usage, de l'adaptation immédiate extrêmement réactive, avec l'emploi de ces drones qui sont d'origine civile, qu'on a commencé à voir sur les théâtres militaires en 2014 et qui ont des effets militaires absolument considérables. Donc cette ouverture sur les technologies d'origine civile et cette agilité impérative, parce que les Ukrainiens nous disent tous les 3 mois nos systèmes sont obsolètes, tout ça nous commande d'agir différemment et c'est ce qui a poussé à créer l'agence et dont l'action s'amplifie particulièrement en ce moment. Et justement, effectivement, c'est votre rôle à l'Agence Innovation Défense. Dites-nous exactement, parce que c'est vrai que comme on s'est habitué à vivre dans la paix finalement, les gens ont peut-être oublié ce type d'agence, ou alors on parlait tout à l'heure également de la Direction Générale de l'Armement. Vous, quelles sont vos missions précises à l'Agence de l'Innovation de Défense? Alors on doit préparer les formes d'innovation à différentes échelles de temps et des choses qui étaient peu visibles, des travaux de recherche qu'on a financés il y a 10 ans, il y a 20 ans, peut-être dans le silence parce que le contexte n'était pas au conflit mais plutôt à tirer les dividendes de la paix. Ces travaux préparatoires qu'on a fait discrètement, ils débouchent aujourd'hui par exemple sur des startups dans le domaine du calcul quantique qui sont extrêmement bien placées au niveau mondial. Et ces technologies vont nous permettre de garder l'ascendant face aux autres armées dans les conflits futurs. Quand on parle d'innovation, c'est vrai que bien souvent, en tous les cas, dans le débat public ou alors quand on écoute un certain nombre d'observateurs, eh bien, on nous dit que la France est parfois un petit peu en retard sur un certain nombre de sujets. On parlera tout à l'heure, par exemple, des drones. Quel est votre regard? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va suffisamment loin dans l'innovation et puis dans les budgets également qui y sont alloués? Écoutez, d'abord, la loi de programmation militaire qui a été votée en juillet 2023, qui couvre la période 2024-2030, 7 ans,
nous accorde 10 milliards d'euros pour l'innovation. Donc c'est un effort extrêmement important de la nation pour sa défense dans le domaine de l'innovation. Cette loi nous demande aussi d'agir dans les nouveaux domaines que j'ai cités, nous demande de travailler sur 10 technologies de rupture qui sont citées noir sur blanc dans la loi, le quantique, l'intelligence artificielle, et elle nous demande de travailler différemment, d'être plus agile, plus rapide. Donc les moyens financiers, la nation fait l'effort pour les mettre à disposition. Ce que permet l'agence depuis quelques années et ce sur quoi nous appuyons, c'est la richesse extrême d'innovation du secteur civil. Nous ne travaillons plus uniquement avec les grands maîtres d'œuvre de la défense, mais nous prenons toutes les bonnes idées qui n'ont pas surgi chez nous. Et l'une de nos façons de travailler pour faire fructifier, pour faire appel à ça et faire fructifier ces innovations, c'est de lancer des appels à projets. Quand nous ne savons pas comment résoudre un problème, et nous avons lancé, par exemple, il y a quelques semaines, un appel à projet pour intercepter les drones extrêmement rapides qu'on appelle FPV. Nous lançons un appel à projet à toute l'industrie qui nous donne des idées que nous n'avions pas nous-mêmes et qui nous permettent parfois de craquer des problèmes qui évoluent constamment. Vous disiez à l'instant, notamment sur la question des budgets, la nation fait l'effort. C'est pas toujours le cas parce que, en tous les cas, vous avez vu qu'il y a des débats quand même qui nous animent. Certains aujourd'hui disent, et c'est le cas par exemple quand on parle du service militaire, mais certains disent attendez, aujourd'hui le sujet c'est pas forcément d'aller faire la guerre aux confins de l'Europe, c'est plutôt de gérer des problèmes purement nationaux. Qu'est-ce que vous répondez à cela et notamment à ceux qui disent attendez, l'armée c'est bien, mais il y a quand même d'autres priorités? Comme on dit souvent, l'armée c'est une assurance vie. On n'en apprécie pas la nécessité tant qu'on n'est pas confronté à une agression éventuelle ou en tout cas à la nécessité d'affirmer son autorité sur la scène mondiale. Donc le débat actuel, les débats budgétaires se mènent et nous comprenons évidemment la nécessité de faire des économies, de faire des arbitrages. Nous opérons dans le cadre d'une loi de programmation militaire que j'ai citée tout à l'heure, qui nous donne un cadre, mais qui amène évidemment à voter chaque année un budget correspondant autant que possible à cette programmation pluriannuelle. Et sans budget, évidemment, il n'y a pas de modernisation, il n'y a pas d'innovation. Vous êtes donc directement concerné par cela. Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, disait à propos de la loi de programmation militaire, vous l'évoquez, parce que la hausse des budgets aujourd'hui est menacée par l'instabilité politique. Et il disait, si on ne met pas les budgets, eh bien cela va déstructurer la modernisation. Il y a une inquiétude malgré tout quand même. C'est le cas notamment à l'agence de l'innovation de défense. Une inquiétude, je pense qu'il ne m'appartient pas à commenter les décisions politiques qui sont prises. Nous opérons dans le cadre de ces arbitrages politiques. Ce qui est vrai néanmoins, c'est que puisque nos marchés sont des contrats qui sont passés sur plusieurs années, ces contrats nécessitent une vision aussi longue que possible. Et les discussions budgétaires annuelles peuvent nous amener à suspendre ou à suspendre certains nouveaux projets dans l'attente des arbitrages financiers qui sont nécessaires. Mais néanmoins, la perspective est bonne et nous avons une feuille de route qui nous amène à des développements que nous jugeons nécessaires pour progressivement, enfin année par année, nous avons des innovations extrêmement rapides qui donnent des résultats tout de suite. Nous avons des travaux à plus long terme et malgré les incertitudes, cette année le budget a été voté seulement au mois de février. Néanmoins, nous avions continué à travailler en attendant les disponibilités de ces budgets et nous allons passer tous les contrats, lancer tous les projets que nous avions prévu de lancer. Donc je ne sais pas si nous aurons un budget en décembre ou en janvier ou en février, mais nous allons procéder de la même façon. Nous n'arrêtons pas de travailler, nous préparons et lorsque le budget est disponible, nous déclenchons immédiatement les projets qui étaient prêts. Est-ce que quand on parle d'innovation, c'est aussi souvent une course contre la montre, évidemment. Nous, est-ce qu'on ne s'est pas quelque part réveillé un peu tard par rapport à certaines nations, quand on parle aujourd'hui de la menace notamment russe qui est quand même, hélas, de plus en plus concrète? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans les temps? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui en termes d'innovation de rivaliser avec les autres puissances? Écoutez, je vous parlais tout à l'heure du calcul quantique et des travaux de recherche qu'on a financés il y a 20 ans. Cette chose, elle était peu visible probablement. Mais si on a aujourd'hui 5 ou 7 startups qui sont à la pointe dans le calcul quantique, c'est bien parce qu'on n'a pas pris de retard et qu'on a su anticiper. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de combiner toutes les formes, d'être dans l'agilité, dans l'adaptation immédiate. Les Ukrainiens nous disent en 3 mois un système est obsolète. Donc nous aussi, on doit savoir se reconfigurer comme ça. Mais il faut continuer, et on le fait, à soutenir des travaux qui déboucheront à plus long terme, qui sont invisibles encore, qui sont peu médiatiques, mais qui posent les fondements des innovations futures. Et je ne pense pas qu'on ait de retard particulier. J'ai cité le quantique. On a une industrie sur les drones dont on va parler tout à l'heure et la protection contre les drones.
C'est extrêmement plaisant de voir le foisonnement des idées qui surgissent dans l'industrie, des très petites entreprises, des entreprises récentes et qui nous amènent des propositions. Si vous faites un tour de caméra sur ce stand, vous allez voir énormément de projets. On va le faire dans un instant. On vous en présentera tout à l'heure. Et c'est effectivement l'enjeu. On est parfois pessimiste en France, mais en fait on a plein d'entrepreneurs, plein de jeunes. On a organisé un hackathon de défense contre les drones ou d'emploi des drones au Grand Palais qui s'est terminé il y a 2 jours. Il y avait 700 étudiants volontaires qui souhaitaient proposer leurs idées. On a dû en garder seulement 200. Et ils ont eu des idées extrêmement mauvaises. On va en parler notamment sur la question des drones. Une question juste avant cela, parce que c'est vrai que la question du service militaire, le réarmement, ça passe aussi par ça. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le chef de l'État hier, avec donc le rétablissement de ce service national volontaire, selon l'expression du président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parlait de budget, de moyens, le service militaire, ça fait partie quelque part de l'innovation. En tous les cas, on a les moyens aujourd'hui de mettre cela en œuvre. Ça se chiffre à peu près à 3 milliards d'euros. Oui, alors l'agence n'est pas associée proprement à cette intention politique et à sa mise en œuvre. En revanche, il y aura différentes affectations possibles pour les volontaires qui voudront rejoindre le ministère. Et je vois pour l'agence d'innovation de défense une opportunité tout à fait intéressante de faire venir chez nous des jeunes qui sortent d'école, qui ont plein d'énergie et plein d'idées et qui pourront soutenir nos projets. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vous le disais, on va parler maintenant d'une innovation très concrète et lorsqu'on parle de guerre moderne, eh bien impossible de ne pas parler des drones. On est avec le capitaine Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert justement notamment dans la lutte anti-drone et c'est d'ailleurs le sens de ce que vous exposez aujourd'hui. Quel est vous votre rôle précisément quand on parle de guerre moderne? Évidemment les drones c'est un enjeu essentiel. Donc moi mon rôle à l'agence en fait je m'occupe de tous les projets innovation drones aériens, lutte anti-drone et munitions téléopérées. Donc j'ai le spectre global. Et pour illustrer en fait mon portefeuille et nos équipements sur la lutte anti-drone et nos avancées sur la lutte anti-drone, ici au Forum Innovation Défense, on présente une initiative qu'on a lancée en 2024 avec l'état-major des armées, qui est le LabLad, qui est en fait ça permet en fait aux industriels français, aussi bien dronistes que spécialistes de la lutte anti-drone, de venir sur un terrain étatique, donc un terrain militaire, dans des conditions réelles pour qu'ils viennent tester, éprouver leurs solutions et voir si leur matériel est pertinent ou ça mérite encore quelques développements supplémentaires. Alors justement, dites-nous très concrètement, d'ailleurs voici des drones ici qui sont exposés. Ça par exemple, ce sont des drones qui sont en mesure d'être déployés sur des théâtres d'opération. Exactement. Donc ici vous avez 2 types de drones, un drone défensif et un drone offensif. Je vais commencer par le drone offensif. Donc c'est un drone, ce qu'on appelle FPV, First Person View, donc qui va à peu près à 100-150 km/h, capable d'emporter une charge militaire dans le cylindre. On a une bobine de fibre optique qui peut aller de 100 mètres à plusieurs kilomètres. On a la batterie et ce drone est télépiloté avec ce type de lunettes et une télécommande. D'accord. Et on peut le piloter à quelle distance? Plusieurs kilomètres. D'accord. Alors, là, typiquement, si on utilise la fibre optique, c'est la longueur de la fibre qui nous permettra l'élongation définitive. Qu'est-ce que ça permet d'éviter un drone comme ça? Sur quel type d'opération est-ce qu'il peut être déployé? C'est ce qu'on voit généralement en Ukraine. Toutes les vidéos qu'on voit en Ukraine, c'est ce type de drone. En fait, on est là pour vraiment aller détruire un ennemi, une cible, on va dire une target. Donc aussi bien du véhicule léger, donc des pick-up, que du véhicule blindé. Vous disiez donc drone plutôt défensif, drone d'attaque également. Alors, là, on va parler de drone défensif. Donc là, on est toujours sur un pilotage téléopéré avec les lunettes. Par contre, ce type de drone est capable d'aller par l'énergie qu'il déploie, aller taper un autre drone qui est en l'air et le détruire. C'est ce qu'on appelle les drones intercepteurs, en anglais hit to kill. Et donc ce drone-là, par exemple, c'est une société qui le développe en France. Et ils ont une capacité à peu près d'aller à 400 km/h. Avec une bonne charge d'emport et une altitude qui est assez élevée parce qu'ils l'ont même testé à plus de 6000 mètres, capable d'être largué depuis n'importe quel vecteur aérien. Pour le moment, des études sont en cours. Ça, ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années. Les drones aujourd'hui, là, ce sont déjà des technologies évidemment avancées, mais quand on parle d'innovation, on continue de chercher pour gagner encore en efficacité et pour être encore plus opérationnel sur le terrain. C'est le cœur du LabLad en fait, on est vraiment sur l'épée et le bouclier, c'est-à-dire plus l'épée avance, plus la technologie des drones avance, plus il faut que le bouclier soit fort et avance au même rythme. Donc c'est pour ça que le LabLad est fait vraiment pour aller tester face à de nouvelles menaces nos systèmes de protection. Et pour revenir sur le fait que l'Ukraine a fait émerger énormément de choses, ce drone-là par exemple, la société travaille depuis
2017-2018 sur ce type de drone et ensuite travaillent dans un marché, ce qu'on appelle dual, donc dans le marché civil. Et ils ont un partenariat avec la société Red Bull et c'est ce même drone qui fait toutes les captations d'images de cinéma et de communication de Red Bull, par exemple sur tous les sports extrêmes, donc la voltige, les shooters. C'est exactement le même drone qui peut être utilisé soit pour faire de la capture d'images, donc avec des caractéristiques et des spécifications très élevées, mais aussi ce même drone est capable d'aller taper, percuter un drone en l'air. On parle souvent, en tout cas en ce moment, notamment avec les débats sur le service militaire, de l'enjeu de créer de la masse dans nos armées. Ces drones, ils sont bien, ils sont sûrement très technologiques, ils ont beaucoup de fonctionnalités, mais si on n'en a pas suffisamment, dans un nombre qui n'est pas suffisamment grand, j'imagine qu'on ne pourra pas aller bien loin. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a suffisamment des drones comme ça ? Là, la société elle est capable de nous sortir un certain nombre par mois à l'heure actuelle. Après, si vraiment on a des grosses demandes, là, ils pourront s'organiser pour avoir ce qu'on appelle faire du passage à l'échelle et en tout cas de l'industrialisation vraiment très élevée pour répondre aux besoins des forces. Mais c'est des choses en tout cas qui peuvent être évolutives. Ce drone-là, par exemple, la plupart du temps, c'est beaucoup d'impression 3D et de l'assemblage. C'est des pièces qu'on achète sur étagère et qu'on vient assembler. Donc il ne faut pas non plus un temps énorme pour monter ce type de drone. C'est juste du ravitaillement en pièces et en tout cas anticiper les futurs besoins. Le chef d'état-major évoquait récemment l'hypothèse d'un potentiel choc avec la Russie à échelle de 3-4 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à faire face à cette éventualité-là, ou bien est-ce que vous dites il faut accélérer, notamment en termes d'innovation, c'est déjà le cas, en tout cas en termes de production de ce type d'engin? Il faut accélérer dans tous les cas, c'est-à-dire aussi bien en production, il faut qu'on anticipe, et aussi il faut accélérer face aux futures menaces. Et comme je disais tout à l'heure, on est toujours sur l'épée et le bouclier. Donc sur le front ukrainien, par exemple, dès que l'Ukraine développe un drone plutôt offensif, la Russie va être assez agile pour vite trouver le système de défense le plus optimal face à la nouvelle menace. Donc c'est vraiment une accélération. Merci capitaine. Voilà ce qu'on pouvait dire ici donc, sur ce forum Innovation Défense. On a parlé des drones évidemment, mais il y a bien d'autres encore engins, outils qui sont développés ici. D'ailleurs, vous le voyez sur ces images de Pierre-Henri Frotté. Beaucoup d'innovations qui sont mises en place, avec notamment de la robotique un petit peu plus loin là-bas. Voilà Vincent, en tout cas ce qu'on pouvait dire ici, où évidemment les enjeux de budget, et on aura l'occasion d'en reparler évidemment dans cette émission, eh bien, sont évidemment au centre des discussions. Merci beaucoup Timothée, et on aura également l'occasion de refaire une visite un petit peu plus poussée dans ce forum Innovation Défense dans Bienvenue en Ile-de-France, première diffusion d'ailleurs ce vendredi à 19h avec l'excellent Damien Canivet, et merci beaucoup à Pierre-Henri Frotté. Autre actualité, autre question. Nos prisons sont-elles devenues des passoires? Question qu'on se pose et que posent ces membres, ces syndicalistes de la maison d'arrêt de Dijon où il y a eu 2 évasions cette semaine. Il serait peut-être temps d'écouter le personnel du terrain. Il serait peut-être temps quand notamment les représentants syndicaux alertent sur des situations un peu alarmantes, qu'on nous entende, Voilà, on a l'impression aujourd'hui de travailler, pas pour en rien, mais on a l'impression de ne pas être entendu et c'est plus possible. Je crois que l'administration pénitentiaire n'a pas les moyens de ses ambitions. On va voter bien politiquement, on a du mal à voter un budget, alors c'est pas pour en donner à toutes les prisons françaises, je pense pas que ça soit la priorité. Le problème c'est que sécuritairement nos concitoyens, ils ont peut-être le droit aussi à justement avoir de la sécurité, et quand vous avez 2 personnes comme ça en cavale, vous n'avez pas de sécurité, vous n'en avez pas. Voilà, ça veut dire que là vous avez 2 personnes dangereuses qui se promènent, il faut espérer maintenant qu'ils soient rattrapés rapidement. Et nous, tout ce qu'on demande en tout cas, c'est d'être écoutés, et de toute façon on a toujours demandé, il faut des moyens humains, il faut des moyens matériels. Et depuis cette interview, déjà, une personne a été retrouvée. Bonjour Valérie Moussief. Bonjour. Que vous inspire l'évasion de Dijon, la double évasion de Dijon? Alors la mission de l'administration pénitentiaire, c'est garder à disposition de la justice les détenus. C'est le cœur de nos missions. Et à la fois, l'histoire des prisons, c'est une histoire d'évasion. Enfin, on n'empêchera pas, je crois, malgré tous les moyens déployés, des personnes d'avoir envie de s'évader et d'y parvenir. Ah oui, encore on n'empêche pas que les gens d'avoir envie de s'évader, c'est une chose. Mais quand même, qu'ils nous fassent une évasion à la Dalton
dans une des plus importantes villes de France, c'est quand même assez saisissant. Alors c'est la première de l'année avec ce procédé-là de l'image des barreaux, parce qu'on a quand même des procédures. C'est la seule de cette année. Je crois qu'il y en a eu une l'année dernière aussi. En fait, la plupart des évasions, et je l'explique dans le témoignage, c'est vraiment en fait des évasions par non-réintégration. Non-réintégration des permissions de sortir, de placement en semi-liberté ou en bracelet. Parce que vous êtes en train de me dire, bon, c'est embêtant, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Est-ce qu'il faut s'en réjouir et est-ce qu'il faut s'en contenter ? Alors, il faut ni s'en réjouir, évidemment, parce que ça montre qu'il y a des dispositifs à mettre en place, ni s'en contenter, parce que c'est l'échec de nos missions. Et à la fois, j'ai envie de dire, combien d'évasions avons-nous empêché le personnel pénitentiaire grâce à tous les process qui sont mis en place tous les jours en prison ? Comment on arrive à faire parvenir des scies dans une prison ? Alors, les lames de scie, ça fait partie des choses qu'on retrouve malheureusement. Moi, à Bémao, la prison que je dirige en Guadeloupe, on en retrouve fréquemment parce que ça vient par projection. Donc, ce que le grand public a du mal à imaginer, c'est qu'on peut projeter par-dessus des murs. Surtout quand on voit des protections comme celle-là et des grillages comme cela. Mais les grillages sont hauts, regardez, les grillages sont hauts, il y a des filets anti-projection, et malgré cela, ils arrivent à s'approvisionner par projection. Et vous savez, alors je le raconte dans mon témoignage, le seul endroit où je suis arrivée où il n'y avait pas de projection, je me suis dit, super, on a enfin trouvé un moyen malgré tout ce qu'on a déployé. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de trafic en interne qu'il n'y avait pas besoin de projection. Et du moment qu'on a mis fin au trafic en interne, les projections ont repris. Donc, les projections, ça montre aussi le degré de probité d'une structure. Ce que vous appelez une projection, c'est-à-dire ce sont des outils ou toute une série de choses que l'on envoie à la prison. C'est ça. En fait, ce sont des personnes à l'extérieur, souvent des mineurs, des jeunes, qui sont recrutés comme des petites mains, qui sont à l'extérieur et qui, par des lance-pierres, bombardent l'intérieur des prisons de couteaux céramiques, de stupéfiants, d'alcool. On a beaucoup d'alcool qui tombe dans les cours de promenade. Il y a même une console de jeu. Alors pareil, je raconte l'anecdote parce que je la trouve vraiment incroyable. Une console de jeu qui était tombée sur la tête d'une personne détenue, là où j'étais à Avignon, et qui montre un peu quand même l'intensité du phénomène, qui n'est pas du tout nouveau. Moi, ça fait 20 ans que je connais ce phénomène-là, et qui est un phénomène extrêmement problématique parce que nos prisons ne sont pas étanches. Et c'est bien que d'ailleurs le garde des Sceaux déploie aujourd'hui un arsenal pour nous rendre plus étanches, bien sûr. La prison comme horizon, une directrice de prison se confie, un voyage au cœur de l'univers carcéral, c'est chez Mareuil Éditions, c'est votre livre, c'est votre témoignage, il est absolument parfois refroidissant, mais extrêmement passionnant. En tous les cas, il faut le lire, on n'en sort pas du tout indemne. Il y a une question, puisque vous abordez toutes les questions et vous n'en reculez devant aucune, vous commencez d'ailleurs le livre en disant que tout le monde peut se retrouver en prison, c'est dire l'ambiance. Est-ce que, justement, ça pourrait s'appeler Illusion perdue d'ailleurs, votre livre. Alors, est-ce qu'il y a, parmi les questions qui fâchent, où en est la corruption des agents à l'intérieur des prisons? Et est-ce que vous avez observé une augmentation de la corruption des agents? Parce que quand on voit le salaire qui est promis aux agents, aux surveillants de prison, notamment, on se dit que la tentation parfois est grande. Alors, moi, ce sont des phénomènes que j'ai observés, mais très, très rarement dans ma carrière. Il y a eu des cas, mais extrêmement rares. Mais ça ne veut pas dire que le phénomène ne soit pas pris en compte par l'administration pénitentiaire. On a des formations de référents anticorruption. On a des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner les agents en difficulté. Parce que ce qu'il faut se dire, et ça, je crois que je vous l'écris aussi, c'est que, en fait, le détenu est spécialiste pour voir les failles et les fragilités chez le personnel. Et s'il sent un personnel en difficulté, s'il sent un personnel qui a des difficultés financières, vous allez même plus loin, vous dites il voit des choses que personne d'autre voit et il le voit tout de suite. Eh bien oui, ce sont les spécialistes de la prison, à part les pénitentiaires, ce sont bien les détenus. On a des niveaux experts en prison dans les détenus. Et puis, il faut se dire que la corruption, c'est jamais un acte grave tout de suite. C'est-à-dire ce sont des petits services. Vous voyez un détenu qui va faire un gâteau, par exemple, en cellule, qui va proposer au surveillant. Est-ce que tu veux manger un bout de gâteau, surveillant? Et puis, ça commence par ça. Et puis, donc nous, on est très conscients de ça et on est très conscients du fait qu'il faut mettre une limite tout de suite, y compris sur les toutes petites choses. Parce que ça commence toujours par des tout petits pas qui piègent l'agent et qui finalement ne peut plus s'en sortir parce que s'il parle, il est sanctionné, il est condamné. Et finalement, il est laissé seul face aux criminels. Donc, c'est un phénomène qui est rare, qui est vraiment rare, mais qui doit être pris au sérieux, bien sûr. Que vous a inspiré la permission de sortie cette semaine de Walid Ben Faiza, qui est une figure majeure du narcotrafic et classée comme détenu particulièrement signalé?
Alors nous, c'est pas quelque chose qui nous étonne, les pénitentiaires, les permissions de sortir, parce que tous les jours, il y a des personnes détenues qui sortent en permission. Alors évidemment, la question, c'est pourquoi dans un QLCO, on a ces permissions de Qu'est-ce qu'on sortir. appelle un QLCO? Les quartiers criminalité organisée. Pourquoi? Mais parce que, en fait, la loi est la loi, et la loi s'applique partout, et la loi permet aux magistrats, donc je ne commenterai absolument pas les décisions, parce que ce sont des personnes qui font les choses très bien, avec beaucoup de sérieux, évidemment. La loi permet, en fait, le détenu était éligible à cette permission de sortir et préparer sa sortie. Vous dites que ce sont des gens qui font très bien leur travail et avec beaucoup de sérieux. Ce point de vue n'est pas partagé, en tous les cas, par des syndicalistes qu'on a pu entendre concernant les juges de la liberté et de la détention. Alors là, c'est un juge d'application des peines qui a pris la décision de la permission de sortir. Moi, tous les magistrats, parce que je les côtoie quasiment, enfin voilà, dans le cadre de mes missions de façon très intense, sont évidemment des gens qui ont fait énormément d'études, qui sont extrêmement intègres et sérieux et qui ont pris conscience de la gravité et de la responsabilité de leurs décisions. Et c'est pas parce qu'ils ont un régime protecteur de responsabilité, parce que évidemment, s'ils n'étaient pas protégés de la pression politique et médiatique, comment décideraient-ils librement de prendre des décisions telles que celle-ci? Donc c'est normal qu'ils soient protégés et c'est normal qu'ils puissent aussi très librement, avec un fond de dossier, parce qu'évidemment ce dossier a été étudié, et moi je suis persuadée que dans ce dossier, il y a largement, surtout que ça a été confirmé en appel, le parquet a fait appel dans cette affaire, ça a été confirmé par plusieurs magistrats en appel, donc ça veut dire que la décision était tout à fait adaptée. Après, si il faut changer la loi... Elle a été adaptée, en tout cas il y a un parquet qui a fait appel, donc lui, le parquet ne jugeait pas qu'elle était complètement adaptée. Oui, mais à la fin, c'est le juge du siège qui est souverain, qui est équilibre, qui en fait voilà, qui est garant de l'équilibre d'une décision entre l'ordre public et l'intérêt de prévention de la récidive, qui est quand même un intérêt majeur, qui est aussi une des missions, des 2 missions de l'administration pénitentiaire avec la sécurité. Que vous inspire l'éviction de votre homologue, directeur de la prison de Rennes-Vézin, suite à l'évasion d'un détenu lors d'une visite au planétarium? Alors, je vais vous répondre à deux titres. En tant que directrice de prison et autrice de ce témoignage, évidemment, c'est quelque chose qui m'insécurise beaucoup. Parce que j'ai besoin, dans le cadre de mes fonctions, où tous les jours, je prends énormément de décisions graves, dures, de gestion de crise, des décisions en plus avec un manque de moyens et des conditions très difficiles, d'être rassurée et d'être soutenue par ma hiérarchie. Et à titre de syndicaliste national, parce que c'est aussi mon rôle, je peux vous dire qu'on a reçu énormément de témoignages de directeurs qui ont été extrêmement blessés dans leur métier, parce qu'ils ont l'impression de donner tout ce qu'ils peuvent, comme énergie, comme envie, comme passion pour ce métier, avec, comme je vous disais, des conditions vraiment difficiles, et finalement d'être maltraités quelque part par ces décisions. Donc solidarité avec votre collègue évincé. Absolument. Faut-il construire de nouvelles prisons, Valérie Moussief ? Alors oui, bien sûr qu'il faut, parce que la surpopulation est absolument majeure aujourd'hui, massive, et je dirais que c'est le problème, d'ailleurs, j'en parle beaucoup parce que pour moi, c'est le problème majeur qui fait dysfonctionner tous nos process. Bien sûr qu'il faut construire, il manque aujourd'hui 37 établissements de 600 places, donc ça pourra pas, enfin il y a un retard qui a été pris et que le garde des Sceaux est en train de combler, et à juste titre, mais ça peut pas être suffisant. Et vraiment, moi j'ai envie de dire qu'on pourra construire autant de places de prison qu'on veut, il faut aussi avoir un débat sur le rôle qu'on veut laisser à la prison dans notre société. Est-ce qu'on va incarcérer tout le monde? Ou est-ce qu'à un moment donné, on va se dire, voilà, quelle est la place de la prison? Je vous pose la question parce que, justement, est-ce que le fait qu'on n'ait pas construit de prison ne procède pas un peu de ce débat? Et ne procède pas aussi d'un espèce d'angélisme qui a voulu qui a souvent dire que la prison, c'est l'antichambre du crime, que la prison, qu'il fallait voir si on ne pouvait pas réinsérer les gens, et finalement, in fine, on n'a pas construit de nouvelles prisons, et in fine, on a ce problème de surpopulation carcérale où on arrive à avoir ces maux que l'on dénonce. Alors, c'est pas tout à fait exact de dire qu'on n'a pas construit de prison, parce que toutes les années, il y a eu des programmes immobiliers construits par la Pige, dans les années 90, avec les établissements 13 000, dans les années 2000, dans les années 2010. Il y a eu des programmes immobiliers. Mais là où ça ne suffit pas, c'est qu'à chaque fois qu'on construit... Pas aussi intense qu'en tous les cas, ce qui était souhaité à chaque fois, En tout cas, là, il y a peut-être une option avec justement des prisons qui arriveraient plus vite. En tout cas, moi, dans l'établissement que je dirige à Bémao, on est en train de construire des prisons. On est en train de faire 2 bâtiments maisons d'arrêt de 300 places supplémentaires. Je sais qu'en Guadeloupe, il y a une prison qui a été annoncée par le garde des Sceaux sur Saint-Martin. Il y a Basse-Terre, qui est l'autre établissement de Guadeloupe, qui vient d'ouvrir de nouvelles places là ce mois-ci. Donc, il y a un très gros programme immobilier de prison. Mais là où c'est pas suffisant, c'est qu'à chaque fois qu'on construit, finalement, on incarcère davantage. Et c'est pour ça que je vous disais que cette politique architecturale ceci dit, on incarcère
incarcère davantage, mais de toute façon, il y a une surpopulation. Donc, forcément, on va incarcérer. Si on construit une nouvelle prison, elles vont vite se remplir, ne serait-ce qu'avec la surpopulation qu'il y a. Absolument. Et puis surtout, il faut s'interroger, est-ce que, à un moment donné, la prison doit être la solution à tous les maux de la société? Parce qu'une prison, c'est quoi? C'est au cœur du contrat social. C'est vraiment, enfin, comme on disait tout à l'heure, ça concerne chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'on veut pas? Moi, je serais plutôt, et c'est ce que j'explique dans le livre, pour incarcérer les plus dangereux. Il faut incarcérer des gens parce qu'il y a vraiment des dangers. Il y a notamment les malades mentaux, par exemple. Si je prends l'exemple des cas psychiatriques. Alors, on a 30% bonne question, de cas parce que psychiatriques en souvent, on plaide l'irresponsabilité dans ces cas-là. Alors non, hein, la plupart des dangereux, il y a très peu de cas d'irresponsabilité. On a énormément de malades psychiatriques en prison, on a à peu près 30% de nos effectifs. Mais pourquoi? Parce que la psychiatrie a fermé des lits, il n'y a plus que de l'ambulatoire. Conclusion, les malades psychiatriques dangereux sont en prison. Est-ce que ça ne peut pas être géré par la santé? De la même manière, est-ce que l'école qui exclut un mineur en difficulté scolaire ne lui ouvre pas tout droit les portes de la prison? Il y a un chapitre sur les mineurs, parce que moi je crois vraiment qu'en fait... Ceci dit, quand l'école publique finit par exclure un détenu, un mineur, c'est que vraiment, il a vraiment fait des bêtises. Parce que quand on voit et quand on entend vos homologues, professeurs ou responsables d'établissements, et en particulier d'établissements publics, dire combien ils sont empêchés par la hiérarchie de pouvoir sanctionner, on se dit que si vraiment il est viré, c'est qu'il a donné beaucoup de lui-même. Mais je comprends, mais alors... Moi, ce que j'écris, et c'est vraiment mon ressenti très, très important, c'est qu'un mineur qui est violent, c'est un mineur qui est victime. C'est qu'il a croisé que la violence sur sa route, que ce soit dans la rue, dans la famille. Est-ce que la société le bannit de tout, lui donne aucune place dans la société, et finalement, la seule place qu'il va trouver, c'est en prison? Moi, je crois que les adultes doivent prendre soin de tout. Est-ce que le problème, c'est pas l'ordonnance des mineurs de 1945 qui n'est plus adaptée et qui n'a plus de structure, justement, pour pouvoir traiter cette question de la délinquance des mineurs aujourd'hui? Alors ça, et qui fait que la plupart des mineurs, par un effet pervers, se retrouvent justement à l'école du crime. Alors, l'ordonnance de 45, ça, enfin voilà, c'est pareil, je ne suis pas législateur et donc je ne peux pas vous dire si elle est adaptée ou pas. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les mineurs, il n'y a qu'1% de la population pénale qui est incarcérée, donc ce n'est pas beaucoup, mais un mineur auteur est un mineur victime. Systématiquement. S'il est extrêmement violent, c'est qu'il a appris la violence. C'est qu'il n'a pas appris l'amour ou l'équilibre ou le respect, etc. Et donc moi, je crois que toutes les institutions doivent se mettre autour de lui pour lui dire, tu veux être exclu de l'école, tu veux pas venir à l'école, parce que c'est ça le cas, hein. Tu veux faire ta loi, mais nous, on va t'empêcher de le faire. Et la prison, c'est le dernier recours, mais je crois qu'il y a plein d'institutions avant qui devraient intervenir. Et finalement, la prison s'en sert toujours comme une solution facile, alors que finalement, toutes les autres institutions, le travail, la famille, l'école, l'hôpital, les soins, doivent aussi prendre leur part pour éviter l'incarcération. Valérie Moussieff, si on construit une nouvelle prison, ça veut dire qu'il faut quand même des nouveaux personnels pour s'occuper de ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats aujourd'hui? Est-ce une filière où il y a des volontaires? Alors, vous mettez le doigt sur une crise de recrutement, parce que c'est vrai qu'on a 4000 postes vacants actuellement dans l'administration pénitentiaire, ce qui représente des années de pénurie. Les postes sont ouverts budgétairement, mais les candidats ne se présentent pas. Pourquoi? Donc, il y a des réformes statutaires récentes qui ont été mises en place pour pouvoir justement rendre attractif ce métier. Moi, j'ai envie de dire que, évidemment, ça fait peur, l'uniforme, le milieu carcéral, mais tous les surveillants, moi, que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup, qui restent dans ce milieu, et il y en a beaucoup qui restent, viennent par hasard, viennent parce que finalement, c'est alimentaire au départ, c'est pas un choix à la prison. Et finalement, ils restent parce qu'ils aiment. Ils restent pas par hasard. Ils restent parce que vraiment, c'est un milieu qui est terriblement humain, qui est terriblement important pour la sécurité de la société. Ils se sentent utiles, et donc ils restent. Donc j'ai envie de dire qu'il y a vraiment, effectivement, beaucoup de choses à faire en termes d'attractivité, et à la fois, j'ai envie de porter que venez travailler en prison, parce que vous verrez que les prisons ont beaucoup à apporter. Pourquoi justement dès le plus jeune âge vous avez eu cette fascination pour les prisons? C'est une fascination pour les bad boys? Alors non, c'est pas ni c'est la une question qu'on se pose en lisant les premières pages. Non, c'est même pas une fascination, c'est vraiment en fait effectivement ce que je raconte dans le livre, c'est que au départ c'est vraiment l'intérêt pour des trajectoires brisées, en me disant que ces trajectoires-là ont besoin de gens autour d'eux pour pouvoir réagir. Il y a les victimes également aussi qui ont des trajectoires brisées, puisque finalement tout ça est un grand gâchis. Mais la prison, je m'y suis intéressée quand je suis rentrée génépiste à Vars. J'ai pu donner des cours là-bas. Ça me passionne d'être dans un milieu aussi clos, aussi passionnant, dans des métiers hors normes que personne ne connaît. Enfin, je trouve qu'il y a énormément d'intérêt à ce milieu-là. Rapidement, un conseil, un seul pour susciter une vocation aujourd'hui? Venez voir.
Merci beaucoup. Parfois, on n'a pas trop envie. Alors, déjà, on a une première visite. Voilà, ou lisez mon livre. La prison comme horizon, témoignage parfois troublant mais passionnant. Vous ne m'en voudrez pas d'ailleurs que j'évite le mot captivant cette fois-ci. Point de vue, c'est fini. On se retrouve lundi. Bon week-end sur le Figaro TV. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup.